bonsoir, bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir, Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, professeur de médecine, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Les Français accueillent la 9e vague de Covid, 9e vague dans une relative indifférence. En revanche, le virus a des effets secondaires politiques. En Chine, bien sûr, et on va en parler, mais aussi en France, où la semaine dernière, les Républicains ont suivi les Insoumis sur la réintégration des personnels non vaccinés à l'hôpital. Mais ça n'a pas été voté. Tous les Républicains les ont suivis, sauf notre invité, Philippe Juvin, qui nous donnera sa vision de cette étrange alliance politique entre la droite et l'extrême gauche. À mes côtés, pour discuter avec lui, l'éditorialiste Nicolas Domnac et l'écrivain Avnouch Chalmani. On sera ensuite rejoint par l'éditorialiste Christophe Barbier et le communicant Gaspard Ganser. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. À mes côtés, pour vous interroger, Avnouch Chalmani, qui sourit toutes ses dents ce soir, et Nicolas Domnac. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anna. Alors, je le mentionnais, en Chine, un vent nouveau souffle sur la société. Il y a des villes qui s'embrasent contre la politique zéro Covid. Et le mouvement est d'une ampleur, semble-t-il, sans précédent depuis 89 et Tiananmen. Sur notre plateau, le sociologue Gérald Bronner avait senti le vent tourner avant tout le monde. On écoute Gérald Bronner. Un des facteurs qu'on voit à travers toute l'histoire, c'est que la révolte naît généralement de la frustration et notamment de la comparaison par rapport à autrui. La Chine est victime d'une société de la mondialisation de l'information, même s'ils font tout ou presque pour empêcher, pour mettre leur pays sous une coupole. Selon les images de la Coupe du Monde, elles sont diffusées, les Chinois peuvent la voir. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des dizaines de milliers de personnes dans les stades, sans masque ou presque, qui vivent leur vie naturellement. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc c'est intéressant parce que la plupart du temps, les pays totalitaires, auparavant, ils craignaient les images de richesse des autres pays. Mais la comparaison pourrait cette fois venir, non pas donc de la richesse, mais tout simplement de l'expression de la liberté dans la pandémie. Oui, c'est le fait de se comparer avec les autres, avec la liberté retrouvée des autres, au fond, qui met le feu aux poudres. Et les Chinois se prennent conscience qu'au fond, ils vivent quelque chose d'unique. Oui, il y avait un article qui avait été publié dans la revue Commentaire en août 2020, donc après le premier confinement, qui disait, c'était la thèse de l'article, assez étayée, qui disait que les sociétés les plus libérales, celles qui aimaient la liberté, avaient de meilleurs résultats dans la lutte contre l'épidémie, que celles qui n'avaient pas de liberté, pour une raison assez simple, c'est que quand vous êtes face à un grand péril, qui nécessite des mesures qui sortent de l'ordinaire, extraordinaire, vous avez besoin de la confiance du corps social. Le corps social, vous pouvez le maintenir, le contraindre, mais ça ne dure pas. Il y a un moment où vous avez besoin de la confiance et de l'adhésion. Et l'adhésion, c'est évidemment une des définitions de la liberté. Alors, vous avez vu que le gouvernement chinois a décidé de retransmettre les matchs sans image du public, juste le terrain. Est-ce que c'est pas à ça qu'on reconnaît non seulement une dictature, mais au fond, une dictature totalitaire ? On la reconnaît au fait qu'il n'y ait pas de liberté et que la critique ne soit pas possible. Il y a une nouvelle vague Covid très très forte en Chine, on a vu, avec du confinement qui ne serait inimaginable aujourd'hui chez nous, mais aussi pour une raison qu'ils ont eu une stratégie qui n'a pas été la bonne, c'est-à-dire que... De s'entêter sur le vaccin qui ne fonctionnait pas. Alors, ils ont un vaccin qui est moins efficace que le vaccin ARN messager. C'est leur vaccin, c'est le nationalisme vaccinal, ça ne marche pas bien. Enfin, le nationalisme, en général, ça ne marche pas bien. Et mais alors, vaccinal cata. Deuxièmement, ils ont peu vacciné. En fait, les chiffres, j'ai vérifié, en Chine, les plus de 80 ans, c'est quand même la cible, c'est 65% de vaccinés, alors qu'en France, comparaison, c'est 80%. Donc, ce sont deux raisons qui font que l'épidémie flambe chez eux. Et donc, du coup, quand vous n'avez pas de vaccin, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la méthode du Moyen-Âge, c'est-à-dire le confinement, ce qu'on a vécu en mars 2020 quand nous n'avions pas de vaccin. Mais du coup, elle va revenir chez nous en boomerang, non ? Alors, c'est une question que certains posent, effectivement. A priori, l'idée serait de dire que plutôt non, puisque si la cause, c'est qu'ils ont un vaccin qui est moins efficace que le nôtre, et qu'ils vaccinent moins en plus, vaccin moins efficace et ils vaccinent moins. Si nous continuons à vacciner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est en retard sur le vaccin, les chiffres aussi sont assez inquiétants. Quand vous prenez les totalement vaccinés, les 2 injections plus un rappel, on avait 80% des plus de 70 ans, mais quand vous tombez aux 2 rappels en France, on est à 35%. Donc on a baissé la garde. Ah oui, on a très clairement baissé la garde sur la vaccination. Et beaucoup trop, au goût du médecin que vous êtes. Oui, je pense. Alors, évidemment, il faut le mettre en perspective avec les moyens dont nous disposons pour traiter les gens.
Moi, je suis très inquiet là, à l'heure à laquelle je vous parle, sur les quelques semaines qui vont venir. Pourquoi? Parce qu'on a un système de santé qui est très, très, très fragile, pour diverses causes dont on pourrait parler, et qui est déjà en grande souffrance dans les hôpitaux de France et de Navarre, alors même que l'épidémie de grippe n'est pas encore très présente. On a 5 régions en phase pré-épidémique, ça monte, mais on n'y est pas, on est loin d'être à l'acmé, et que le Covid est en train de remonter. Donc tout ça me fait dire que oui, ça va être compliqué, et donc il faut se donner toutes les armes, et y compris le deuxième rappel. Alors on va écouter notre première ministre, Elisabeth Borne, lancer un appel solennel à l'Assemblée. C'était cet après-midi. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Les Français ont toujours répondu à l'appel de la responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'ils le feront de nouveau. Alors, elle ne dit pas exactement la même chose que vous, parce qu'elle n'a aucun doute sur le fait que les Français répondent à l'appel. Ah, oui. Voilà. Non, mais Vous sentez une lassitude quand même. Évidemment. Le vrai sujet, c'est qu'il y a un moment où les gens... D'abord, quand vous vous trompez et que vous ne reconnaissez pas vos erreurs, c'est un élément, un coup de couteau, un coup de canif dans le contrat de confiance. Et puis, les gens sont fatigués, objectivement. Et nous tous ici, moi, je suis le premier à penser qu'il faut effectivement remettre le masque dans les transports en commun. C'est mieux. C'est mieux. On est serré comme des patates. Mais quand je prends le rendre tramway, obligatoire ou juste le recommander? Déjà, recommandons-le, parce que rendre obligatoire, ça signifie que derrière, il va falloir pouvoir le contrôler, etc. On n'a pas les moyens, on le sait bien. Quand je pars de chez moi et que je vais à l'hôpital Pompidou, il m'arrive quasiment un jour sur deux de prendre le tramway. Il n'est pas rare de laisser passer une ou deux rames avant d'entrer dedans. Autant vous dire qu'on est serré. Et évidemment, il faut mettre le masque. Mais je dois vous avouer qu'il m'arrive assez souvent de dire le masque c'est fatigant, le masque c'est fatigant. Et Même vous ne le mettez pas. Donc ce n'est pas bien. Je fais mon autocritique et je pense qu'il faut que nous le remettions. Parce qu'encore une fois, le problème c'est la marge de manœuvre. Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre parce que l'hôpital est très fatigué. Aujourd'hui, si vous allez aux urgences d'un hôpital en France et que vous devez être hospitalisé, eh bien, il y a pas mal de chances que vous passiez la nuit sur un brancard parce qu'il n'y a pas beaucoup de lits. Donc c'est quand même un sujet. Donc tout ce qu'on peut éviter à l'hôpital en amont, le masque, la vaccination, il faut le prendre. Alors on revient quand même en Chine, parce que ça mérite de s'attarder sur ce que peut donner le jusqu'au-boutisme, en vérité. Le zéro Covid. Est-ce que pour le médecin que vous êtes, zéro Covid, c'est une stratégie aberrante ou pas? Moi, j'ai beaucoup cru au zéro Covid avant que nous ayons le vaccin, parce que je pensais qu'il fallait éliminer l'épidémie. Et puis... on voit que le zéro Covid, c'est probablement une bonne stratégie à une condition, c'est qu'il s'associe à une vaccination extrêmement efficace et soutenue. Et évidemment, en Chine, ils ont que le zéro Covid, mais ils n'ont pas la vaccination. Et donc là, c'est un canard sans tête. Exactement. Mais alors, je me dis, on l'a vraiment échappé belle. Je suis ravie qu'avant que j'ai posé la question, vous avez commencé votre autocritique en disant qu'au début, vous pensiez que ça pouvait être positif, le zéro Covid, parce que ce dimanche, sur les zones de France Culture, l'épidémiologiste Catherine Hill était interviewée et d'une manière tellement butée que je me suis dit que les épidémies sont une chose bien trop sérieuse pour les laisser aux mains des épidémiologistes. Elle disait, mais avec une facilité, une aisance et une certitude un petit peu glaçante, que les chiffres et la situation en Chine, en Nouvelle-Zélande et en Australie prouvaient que le zéro Covid était la seule solution et qu'on était passé à côté de la meilleure des solutions. Je rappelle que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont encore en train de difficilement cicatriser leur trauma né de ces mois de fermeture totale avec des parents et des enfants séparés, des étudiants bloqués, un état mais de nerfs absolu. La Chine, nous en avons longuement parlé. Et vraiment, sincèrement, il y a quand même... Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, même si je pense qu'il faudra revenir sur ces confinements, même si le premier confinement avant les masques, je dis même avant les masques, pas avant la vaccination, était nécessaire, je pense qu'après, les choses ont commencé à dégénérer et que ce qui se passe à l'hôpital, tout ce qu'on a demandé aux soignants, enfin, rien n'est allé dans tout ce qui s'est passé pendant les 2 ans durant le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer à un peu regarder cette autocritique et dire oui, on a eu quand même collectivement tort à un moment de vouloir adapter des méthodes moyenâgeuses à, comme vous le disiez, des sociétés libérales et que le risque, c'est le trauma qu'on voit en Australie et en Nouvelle-Zélande et ce qui se passe en Chine, cette hystérie saine qui est en train de... En fait, votre question, elle illustre cette maxime. Je crois que nous devons nous libérer des alternatives sommaires. L'alternative sommaire, ce n'est pas pour ou contre le confinement.
on a eu raison de confiner en mars 2020. Parce qu'on n'avait Tout à pas fait. d'alternative, il n'y avait pas de vaccin. Exactement. Donc il faut vraiment différencier avant et après. Avant le vaccin, il fallait confiner. On pense même qu'on aurait confiné 4-5 jours avant, mais c'est très facile de le dire aujourd'hui. Je dirais, moi-même, je dis, je l'ai beaucoup dit, quand au mois de janvier ou février, on voyait l'Italie, vous savez, en grande difficulté, les Chinois, on se disait, mais nous, ça n'arrivera pas, on est le meilleur système de santé du monde, comme tout le monde le sait, donc ça ne nous arrivera pas, on avait du mal à y croire. Donc c'est facile. Non, il fallait confiner au mois de mars 2020, il n'y a aucun doute là-dessus, probablement même un peu plus tôt. Probablement, il fallait, comme ça a été fait à l'automne suivante, et je pense même qu'on a eu du retard sur l'automne suivante, ça nous a coûté Vraiment des vies. Je pense que ça nous a coûté des Parce vies. que quand on regarde les chiffres de Ouais. la Suède qui a refusé les confinements, maintenant, j'allais dire que l'orchestre a fini de jouer et qu'on les a payés, on se rend compte que proportionnellement, ils n'ont pas plus de morts que nous. Et eux, ils ont refusé les confinements, ils ont respecté les gestes barrières et le masque, et ça a évité de tuer l'économie en fermant tous les il y a une difficulté dans les commerces études. soi-disant non nécessaires. J'entends. Il y a une difficulté dans toutes les études qui sont faites, c'est ça a l'air idiot ce que je vais vous dire, mais compter les morts, c'est compliqué. Parce qu'en fait, dans une vie normale, sans Covid, malheureusement, des gens meurent tous les jours. Donc la question, c'est la surmortalité, la mortalité attribuée. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de travaux de statisticiens, d'épidémiologistes pour savoir réellement ce que ça a coûté. Mais globalement, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, pas de regret sur le confinement. Même si c'était à refaire, il faudrait le refaire probablement différemment. Je pense aux EHPAD. Je trouve que les EHPAD prisons, où on a même empêché les parents d'entrer quand leurs proches étaient en train de mourir, c'est quelque chose d'absolument fou. Moi, à l'hôpital, je me suis battu à l'hôpital, alors qu'on empêchait de la même manière à l'hôpital de voir les gens entrer, voir leurs parents. Plusieurs fois, j'ai dit, durant l'épidémie, il faut qu'on laisse entrer les familles, parce qu'il y a une difficulté. Donc, je pense que c'est le grand regret que j'ai, le grand regret collectif, qu'on n'ait pas... c'est la faute collective. Une intelligence, fluide en se disant, là, dans ce cas-là, le plus important quand vous allez mourir, c'est quand même que quelqu'un vous tienne la main. Oui, c'est ça. Au nom de préserver la vie humaine, on n'a pas respecté les sentiments humains. C'est Exactement, très étrange. Alors, on va retrouver, si vous voulez bien, Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan à Tel Aviv. Bonsoir Cyril Cohen, merci d'être avec nous. Est-ce qu'en Israël aussi, on sent cette lassitude un peu diffuse et généralisée? Oui, cette lassitude, bonsoir à tous. Cette lassitude, on la connaît, c'est pas nouveau. Je crois qu'on est aussi aujourd'hui dans une phase qui est un peu différente parce qu'on a quand même été exposé au niveau de la population à des variants Omicron cette dernière année de manière assez pratiquement, je dirais, totale. On parle de 90-95% de la population qui a été exposée à la Covid. On a de bons vaccins quand même qui ont permis d'éviter les formes graves. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, parler de mesures draconiennes, ce n'est pas, je dirais, le public, je crois, ne les suivrait pas. Et de toutes les manières, d'un point de vue scientifique, je ne pense pas qu'on est aujourd'hui en mars 2020, comme vous l'évoquiez il y a quelques minutes. Aujourd'hui, la situation a vraiment changé. Donc, il y a cette lassitude. Et c'est vrai que aussi, les gens se sont peut-être moins testés. Je vois tout le temps des cas, des gens qui ont des doutes, je ne me suis pas senti bien. J'ai fait tester, non, laisse tomber, de toute façon, qu'est-ce que c'est pas. Mais alors, quelles sont les solutions aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour remobiliser les populations, soit pour faire autrement? Je crois que la chose la plus importante, c'est d'avoir un discours clair. Et s'il y a raison d'être alarmiste ou de tirer la sonnette d'alarme, le faire, mais au contraire, s'il n'y a pas de raison que la situation est gérable, il ne faut pas rentrer justement, je crois qu'une fois de plus, il y a eu un traumatisme, il y a une certaine psychose, et je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est d'essayer d'évaluer la situation de la manière, c'est-à-dire la regarder dans le blanc des yeux, la regarder de la manière la plus honnête. Donc aujourd'hui, par exemple, si on voit une remontée des cas, il faut savoir de quel variant on parle, du variant par exemple BQ1, BQ1.1, du moins en Israël, qui sont des variants qui sont de la famille du BA5. Donc, selon nos données qu'on a, et pas seulement les nôtres, la létalité n'est pas différente. Le variant est très contagieux, mais d'un autre côté, on voit le R0, par exemple, qui est seulement autour de 1.1. C'est pas ce qu'on a connu, un R0 de 2 ou de 3. Donc, c'est gérable. D'un autre côté, il faut mobiliser la population qui est fragile, la population, comme on essaye de faire par exemple avec la grippe, la population qui est fragile, la population âgée, et leur dire, écoutez, maintenez certains gestes barrières, évitez
d'être dans des endroits vraiment, je dirais, denses, surtout si vous savez que c'est un endroit où il y a potentiel de contamination. Et évidemment, au niveau de la vaccination, pour ces groupes, c'est ce qu'on a fait, on recommande la vaccination. Merci beaucoup, Cyril Cohen. Vous voyez, il dit des choses assez semblables à ce que vous préconisez en France. Voilà. Mais en fait, ce que dit mon confrère israélien est assez simple, et je suis d'accord avec lui, c'est de dire que sans adhésion de la population, ça ne marche pas. Donc, comment fait-on? Et là, c'est un problème de gouvernance politique. Comment fait-on pour avoir... Et de communication politique. C'est ça. Voilà. En fait, il faut dire ce qu'on sait, il faut dire ce qu'on ne sait pas. Il faut dire... Il faut faire du Édouard Philippe, vous voulez dire? Oui, absolument. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est devenu... Le jour, non, mais c'est vrai qu'Édouard Philippe, le jour où il a dit « je ne sais pas » est devenu une vedette nationale. Mais c'était tellement évident qu'il fallait dire ça quand on ne savait pas. Vraiment, c'est fondamental de dire ça. Et puis se dire, là, en revanche, je vous ai dit ça, mais en fait, je me suis trompé parce que les choses ont changé, et puis les choses peuvent aussi changer. Les données scientifiques évoluent, et puis expliquer. Voilà. Mais parmi les choses qu'on n'a pas faites, vous avez évoqué la mort, la façon qu'on a eue de ne pas accompagner les morts à certaines périodes. Vous trouvez juste, j'emploie le mot dans son sens fort, qu'on n'ait toujours pas rendu hommage aux disparus, contrairement aux Américains, contrairement aux Anglais, contrairement aux Italiens, contrairement aux Allemands? Je veux dire, nous, non. Absolument. Mais moi, Vous êtes d'accord? je vais... D'ailleurs, ça tombe bien que vous me posiez la question. J'ai écrit, je suis en train de faire signer à mes collègues une proposition de loi pour que la journée du jour de déclaration du confinement soit la journée nationale d'hommage aux morts du Covid. L'idée, et j'ai dans l'article 2 de la loi, de la proposition de loi, l'idée qu'il faudrait ériger un monument, un peu comme les Américains l'ont fait. Vous savez, le monument à Washington aux morts du Vietnam. C'est un grand monument sur lequel sont indiqués des noms. Je crois que c'est important qu'il y ait des noms qui soient témoignages de la mémoire de ceux qui sont partis sans mémoire. Parce que vous disiez qu'on n'avait pas laissé venir les familles, mais même l'évêque de Nanterre me disait qu'ils s'étaient retirés. On leur avait demandé de partir et ils sont partis. Exactement. En fait, on a oublié que la vie, c'était autre chose qu'un cœur qui bat. C'est une âme. Et donc, non, je pense que c'est la grande erreur, bien entendu. Et encore une fois, je le répète. C'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Vous présenteriez la loi quand un député peut écrire une proposition de loi, donc la déposer sur le bureau du Parlement. J'essaye de la faire signer par le plus possible de mes collègues. Là, vous en êtes à combien? Je ne sais pas vous dire. En tout cas, elle est rédigée, c'est 2 articles. C'est article 1, je crois que c'est, je sais plus si je crois que c'est le 13 mars, j'ai un petit doute, le jour du confinement et journée nationale. Et article 2, un monument sera érigé, etc. Et là, les signatures... J'espère, elles vont venir. Alors, à propos d'Assemblée nationale, n'est-ce pas, vous vous êtes illustré, c'était jeudi dernier, à l'Assemblée. Vous êtes le seul membre des Républicains à avoir refusé de voter, comme la France insoumise, la réintégration du personnel non vacciné dans les établissements de santé. Et ça a donné lieu à un chaos absolument inédit au sein de... Ce n'était pas moi la cause du chaos. Vous me donnez beaucoup de pouvoir. Mais vous étiez un des instruments de ce chaos, n'est-ce pas? J'ai été instrumentalisé. Voilà, vous avez été instrumentalisé des deux côtés. C'est-à-dire que vous aviez votre groupe, les Républicains, à qui vous posiez un problème, puisque vous ne souhaitiez pas vous ne souhaitiez pas, comme eux, donner raison aux insoumis. Et du côté des macronistes, eh bien, eux ont tenté de vous instrumentaliser, parce que pour le coup, vous étiez leur caution non macroniste et néanmoins aligné sur la volonté de ne pas réintégrer le personnel non vacciné. Alors ça a donné lieu notamment à ça. On va écouter la passe d'armes entre le président donc, du groupe LR, de votre groupe, Olivier Marleix, et le député MoDem, Philippe Vigier. Soyez respectueux de chacun dans cette Assemblée et pardon de vous rappeler les réalités arithmétiques. La minorité, étant particulièrement minoritaire ce soir, a été battue sur un amendement de suppression et on assiste depuis à des manœuvres d'obstruction inacceptables. Manœuvre d'obstruction avec une centaine d'amendements déposés par les parlementaires de la majorité sur un amendement d'un de nos collègues, Philippe Juvin. Cher Olivier Marleix, tout le monde ne pense pas la même chose. Et j'avais cru comprendre que M. Juvin ne pensait pas la même chose. Mais je vois que M. Juvin a disparu. On va peut-être faire une émission perdue de vue parce qu'il ne pourra pas défendre. Il est où?
Alors, où étiez-vous, monsieur Juvin? Il faut que les gens comprennent, parce que c'est un peu de la cuisine parlementaire. Oh, c'est même de la bastambouille parlementaire. Non, pas de la bastambouille, non, c'est de la procédure parlementaire. Et moi, je la découvre. Je suis un néo-député. En fait, la LFI dit on dépose une loi pour réintégrer les soignants non vaccinés. Moi, je suis contre ça. Donc, mais tout votre groupe est pour. Voilà. Enfin, en réalité, quelques-uns, mais qui n'étaient pas... Peu importe. Donc, je dépose ce qu'on appelle un amendement de suppression pour supprimer l'article de la loi qui affirme ça. Et donc, mon amendement n'est pas voté. Nous sommes minoritaires parce que les députés de La République En Marche, de la majorité, ne viennent pas. C'est comme ça. Ils ne sont pas là, il faut quand même le dire. Arrive la pause dîner. Et après la pause dîner, la discussion va continuer sur un deuxième de mes amendements qui essaye de trouver un accord, en gros, en disant bon, on va réintégrer simplement les soignants qui ne sont pas au contact des malades. Et le gouvernement, enfin la majorité en profite pour prendre mon amendement et accrocher à mon amendement ce qu'on appelle des sous-amendements. 200, qu'ils écrivent sans me mettre au courant. Et ce qui va leur permettre de tenir jusqu'à minuit. De faire de l'obstruction. L'objectif, c'est l'obstruction. À minuit, si le débat n'est pas terminé, la loi tombe. Et donc, moi, je reviens de dîner tranquillement et je vois mon amendement et je découvre, c'est un micro qui tombe, et je vois que mon amendement qui était tranquillement inscrit tout seul avant le dîner, il a désormais 200 petits frères sous-amendés qui ont été écrits par La République En Marche. Donc là, je trouve que ce n'était pas chic de la part des collègues de La République En Marche. Ils auraient pu me prévenir. Écoutez, moi, comme je n'aime pas être pris pour un imbécile, ni être instrumentalisé, je me suis levé et je suis parti. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient très embêtés, la majorité, parce que du coup, leur sous-amendement qui permettait de gagner du temps ne fonctionnait plus. Non, ce que dit Marlex, mon président, c'est qu'en fait, vous ne le dites pas dans le machin, mais c'est qu'en fait, le gouvernement, voyant ça, sonne la sonnette d'alarme, rameute des troupes et va lui-même déposer un amendement qui est identique au mien. Ils reprennent le mien et ils le signent gouvernement. Avant, c'était signé Juvin, maintenant, c'est signé gouvernement. Et grâce à ça, ils vont tenir jusqu'à minuit. Et Olivier Marlex a raison de dire que dans une assemblée, il n'est pas d'usage que le gouvernement fasse lui-même de l'obstruction. Enfin, Olivier Marlex, il était prêt à voter comme les insoumis. En tout cas, voilà, vous savez. Moi, je suis très minoritaire dans mon groupe, je veux le dire. Je veux le dire. Mais encore une fois, il n'y a pas de mandat impératif. Les députés, ils ont le droit d'être pour ou contre. Oui, mais attendez, Philippe Juvin. Moi, j'étais contre, d'autres étaient pour. C'est pas complètement rien dans la tectonique des plaques politiques d'avoir les Républicains qui sont prêts à voter comme les Insoumis et qui sont applaudis par les Insoumis. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste, non ? Non, mais que le gouvernement ne soit pas majoritaire, ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est une conjonction de majorité. C'est des étranges alliances, quand même, qui se Ce n'est pas la première fois. Non, moi, par exemple, mais je suis d'accord. Moi, par exemple, je fais passer en commission des affaires sociales un amendement qui permet aux médecins retraités de continuer à travailler, parce qu'on en a besoin, avec une coalition de Rassemblement National, de NUPES, de MoDem, de 3 En Marche qui se sont perdus, et puis des Républicains. En fait, c'est incroyable. Mon pays est incroyable. Moi, j'ai été député européen 10 ans. Et au Parlement européen, il n'y a pas de majorité. Et donc, comment on fait pour voter la loi européenne ? On fait comme ça. On fait comme ça. On cherche des alliances. Et moi, j'adorais ça, parce que je trouve que c'est le triomphe de l'intelligence que de trouver des majorités ponctuelles. La Ve République, quand elle a une majorité absolue, c'est Jean-François Revel qui avait écrit un livre formidable dont le titre était « La Ve République ou l'absolutisme inefficace ». L'absolutisme, parce qu'en fait, vous comprenez, quand vous avez une majorité absolue, vous êtes le gouvernement, vous mettez une loi sur la table, de toute façon, ça passe, sans discussion. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. Alors, vous aimez la démocratie parlementaire ? Moi, j'adore la démocratie parlementaire. Je trouve que c'est formidable, parce que à plusieurs, on est plus intelligent. On prend le risque du chaos. Mais attendez. Et cette scène, pardonnez-moi, mais cette scène de jeudi dernier, elle respirait pas l'intelligence, ça respirait le chaos. Je vais vous dire une chose. Et les jeux de rôle un peu grotesques. Vous savez pourquoi on a inventé la démocratie parlementaire ? Justement, pour que ce type de scène ait lieu dans l'hémicycle et pas dans la rue. C'est pour ça qu'on a inventé la démocratie parlementaire. Donc, moi, je ne suis pas ravi du résultat. Je ne voulais pas réintégrer les soignants vaccinés, mais je suis ravi qu'il y ait une discussion extrêmement forte. C'est vertueux. Voilà. Alors, juste une question sur le fond de cette affaire. Parce que moi, je suis, comme vous, éthiquement totalement opposé à ce qu'on réintègre ceux qui refusent la vaccination. Mais il y a un problème outre-mer. Autant ici, on n'a pas de problème, c'est infinitésimal. Là-bas, ils sont majoritaires. Comment on soigne les gens là ? Il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je crois que c'est respectable d'être contre le vaccin pour des raisons personnelles. Je n'en veux à personne. Vous ne voulez pas emmerder les non-vaccinés, vous ?
Exactement. Je ne suis pas Contrairement pour au l'obligation président de la vaccinale de la République. population, premièrement. Donc, j'accepte qu'on me dise, je ne veux pas être vacciné pour des raisons bonnes ou mauvaises. En revanche, je trouve que ce n'est pas acceptable pour un soignant. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons en réalité. Le soignant, s'il ne croit pas à la science, il faut qu'il fasse un autre métier. Voilà. Et deuxièmement, quoi qu'on dise, parce qu'il y a aussi beaucoup de bouillie intellectuelle dans cette affaire, quand on est vacciné, on est moins souvent infecté. Et quand on n'est pas infecté, il n'y a aucune chance, par définition, qu'on transmette la maladie. Donc, c'est mieux quand même d'être vacciné quand on est un soignant pour les patients. Voilà, c'était ça ma position. Maintenant, l'outre-mer. Effectivement, il y a des députés outre-mer qui m'ont dit « Mais tu sais, ton truc, c'est bien, sauf que là-bas, il y a beaucoup de soignants non vaccinés. Nos hôpitaux sont dans une situation catastrophique, un peu comme chez nous, puissance 10. Et donc, si eux, ils ne peuvent pas venir travailler, on a un sujet. Que vous dire ? C'est vrai. Que les gens qui nous écoutent aient un chiffre en tête. En métropole, on considère qu'il y a probablement en moyenne 10 infirmières non vaccinées par département. C'est-à-dire rien. Donc ce n'est pas ça en métropole qui va sauver l'hôpital public. Sur les aides-soignants, il faut être honnête, il y en a plus, on ne sait pas combien, mais il y en a plus. Mais sur les infirmières, c'est une blague. Dire que grâce aux infirmières non vaccinées qui vont venir aux hôpitaux, ça va mieux marcher, ce n'est pas vrai. En revanche, outre-mer, alors c'est ce que me disent les parlementaires d'outre-mer, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est probablement, il y a une situation, mais je ne sais pas, voilà, je ne sais pas répondre à votre question. Eh bien, merci de savoir dire sur un plateau « je ne sais pas ». Merci Philippe Juvin. On se retrouve dans quelques instants. Merci Abnous. Nicolas, vous ne nous quittez pas. Et on va être rejoint par l'éditorialiste Christophe Barbier et le communicant Gaspard Gantzer pour continuer cette conversation avec Philippe Juvin. À tout de suite. C'est l'heure de poursuivre notre conversation avec Philippe Juvin. Nicolas Domnac est resté avec moi et on accueille l'éditorialiste Christophe Barbier et le communicant Gaspard Gantzer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anna. Les deux. Alors, les Républicains vont désigner leur nouveau président. Sont en lice donc Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier. Premier tour dimanche, n'est-ce pas ? Je vous propose d'écouter ce que disait de ces trois messieurs ce matin Christian Estrosi, donc ancien LR devenu vice-président du parti Horizon. C'était sur le plateau de LCI. Auront-ils l'autorité sur les parlementaires et sur les élus et sur les cadres du mouvement ? J'en doute beaucoup. Les Républicains gouvernés par un de ces trois-là, ça va garder l'esprit des Républicains tel qu'on le connaît. Quand on sait que ces trois candidats n'ont jamais gouverné, n'ont jamais dirigé une collectivité dont ils peuvent revendiquer d'avoir laissé derrière eux des réalisations importantes. Ils ont la prétention de succéder à des Chirac, à des Sarkozy, tout en les critiquant du matin au soir. Ce ne sont pas eux qui incarnent encore l'esprit des Républicains tels que je les ai connus. Alors, Philippe Juvin, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas pris une grande part, n'est-ce pas, dans ces débats qui agitent votre parti. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas senti que vous vibriez pour cette élection interne. Mais moi, je n'ai jamais quitté les Républicains. Ah oui, j'entends bien. Je le dis parce que, comme on vient d'entendre quelqu'un qui a quelques conflits d'intérêts, parce que Christian Estrosi, c'est bien de l'interroger, mais enfin, comme il a quitté les Républicains, il faut bien qu'il justifie le fait qu'il ait quitté en disant que nous étions des affreux, des bêtes et sans autorité. Des idiots, enfin des nuls, quoi. Donc, moi, j'aime bien, il y a quand même une analyse extrêmement subtile et on voit qu'il partage, enfin, c'est très bien. Non, je soutiens... Mais est-ce qu'elle vous fait vibrer cette élection interne ? Non mais vibrer, franchement, c'est quoi vibrer ? Moi je soutiens des trois, j'ai donné mon parrainage à Bruno Retailleau oui, ça depuis plusieurs mois, assez rapidement d'ailleurs, parce que je trouve qu'il a une colonne vertébrale. Je suis loin d'être d'accord avec lui sur toutes les analyses, bien entendu, mais je trouve qu'il a une colonne vertébrale intéressante et il a une réflexion qui se déroule avec un continuum. Voilà, donc écoutez, les Républicains vont pas bien. On a fait 4%. Au présidentiel, on a fait 11 aux législatives. On a plus que 4 députés dans toute la région Île-de-France. Donc, je vous dire que ça va bien. Non, ça va mal. Ça va même très mal.
La question, c'est de savoir si on va à l'enterrement ou si on essaye d'utiliser les moyens de l'hôpital. On va essayer de le traiter. Et vous croyez qu'il peut se passer quelque chose comme un sursaut à l'occasion de cette élection non, interne? mais c'est pas cette élection qui Bah, va non, faire. mais Sauf que c'est statutaire, il faut un président dans tous les Il y a partis. besoin d'une incarnation quand même. Oui, exactement. Dans tous les partis, il y a un président, on va les lire. Alors, c'est vrai qu'il y a des partis où il n'y a pas d'élection, c'est désigné. Bon, bah, chez nous, on les lit. Excusez-nous, hein, on est désolé. Donc, on va le faire, on va élire un président. Mais c'est le début du commencement. C'est pas ça le point d'arrivée. Le début de commencement, c'est quoi? C'est analyser le fait que depuis que Sarkozy a perdu l'élection, maintenant il y a 10 ans, nous avons cessé de réfléchir et que nous avons, jusqu'ici, on l'a vu durant la campagne présidentielle, essentiellement proposé des solutions qui étaient celles valables il y a 15 ans, alors que la société évolue à des aspirations Il vous a pas nouvelles. beaucoup aidé, Voilà. Nicolas Sarkozy, hein, ça ne vous a pas échappé. Écoutez, moi je dirais jamais de mal de Nicolas Sarkozy, qui a été un très grand président. Je l'aime beaucoup. Non, mais comme et je le ancien vois président, régulièrement. est-ce qu'il a beaucoup aidé votre parti? Mais il est un peu comme tout le monde. On voit bien que l'état de notre parti, c'est vrai, rend difficile, comme vous dites, la traversée du pont d'Arcole. Donc, on a un travail d'abord de reconstruction intellectuelle à faire. Est-ce que c'est possible? Moi, je crois, à condition qu'on fasse ce vrai travail. C'est-à-dire qu'on arrête de dire « Ah bah tiens, on va faire comme alpha et oméga du programme, les heures supplémentaires défiscalisées comme il y a 15 ans ». C'est peut-être intéressant, mais est-ce que c'est ça que la société aujourd'hui demande en priorité? Je ne crois pas. Il y a des aspirations nouvelles et nous n'y répondons pas aujourd'hui. Il faudra y répondre demain. Si Éric Ciotti l'emporte, est-ce que vous craignez une fracture au sein du groupe parlementaire avec des individus qui préféreraient s'éloigner, devenir non-inscrits ou rejoindre la majorité? C'est un truc qui traîne beaucoup. Moi, j'y crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. Je pense que le groupe parlementaire est solide. Il est très divers, très divers. Il est solide. Moi, on me décrit souvent comme quelqu'un qui est prêt proche de la majorité. Proche de la majorité. Non, mais je reste persuadé qu'il faut en France un parti de droite qui s'assume, de droite libérale qui s'assume, qui n'est pas et qui assume également 2-3 vertus comme la rigueur, le respect des finances publiques, le respect des libertés fondamentales. Je trouve que aujourd'hui la majorité ne joue pas ce rôle dans tout un tas de domaines qu'on pourrait dérouler, et qu'il y a un vide dans la vie politique française, et nous pouvons remplir ce vide, que ça soit Retailleau, Pradier ou Ciotti. Plus facilement qu'un Édouard Philippe qui se déploierait tout doucement au fil du quinquennat sur cette ligne de la rigueur dans les comptes publics, c'est très juppéiste, il convient, et puis de la préservation des libertés fondamentales. Enfin bon, je n'ai pas souvenir que le passage d'Édouard Philippe a marqué la France par une vertu économique et budgétaire particulièrement importante. Donc, vous savez, je suis un peu... Je rigole doucement. Je voyais, il y avait une couverture d'un grand journal qui s'appelle Le Figaro, et où on voyait 5 ou 6 ou 7 personnes, qui étaient tous des hommes d'ailleurs, qui va sauver la droite. Voilà. Oui. Et c'est pas le sujet. La question, c'est qui va sauver le pays. Et cette capacité déjà, à travers la couverture, à nous rabougrir la question, c'est le pays. Le pays va mal. Est-ce qu'on a des solutions à mettre sur la table? Alors, Nicolas Debrec, voilà. il s'intéresse au genre dans les partis politiques. Nicolas Debrec, et justement, il a remarqué, Nicolas, qu'il n'y avait pas de femmes, là. Oui, mais moi aussi, voilà. Miroir et contre-miroir, ça a été peu relevé, mais les écologistes présentaient 6 femmes. D'abord qu'il ne faut plus dire Europe Écologie Les Verts, mais Europe Écologie Les Vertes. Parce que c'était assez saisissant quand même. Alors, est-ce que les hommes le parti a toujours été paritaire, mais est-ce que les hommes ont été flitoxés ou rousseauisés? En tout cas, il y a eu de ça quand même, puisque Jadot, qui avait gagné la primaire, il a été complètement squeezé, il a été incapable de se débarrasser de Rousseau, que le secrétaire national, Julien Bayou, a été aussi flitoxé. Donc, au fond, on arrive à un parti comme ça qui s'est dévirilisé. Alors, jusqu'où? En tout cas, dans les symboliques, c'est important. Et alors, les scores étaient fascinants aussi, parce que la candidate de Madame Rousseau, qui est présente sur tous les médias, a fait 13%. 13% de 5000 votants. Vous vous rendez compte? Je veux dire, c'est ce que représente ce parti qui devrait être, au fond, massif. Alors qu'ils étaient 100 ou 120 000, je crois, lors de leur primaire. Lors de la primaire. Il y a un an. Comme militants, ils n'ont jamais été très, très, très nombreux non plus, historiquement. Alors que nous, il y a quand même 80 000 personnes qui ont payé leurs cotisations et qui vont voter. Donc, nous restons... En fait, c'est ça qui est paradoxal chez les Républicains. Nous faisons de mauvais scores électoraux nationaux, nous faisons de bons scores électoraux locaux, et nous avons probablement
le parti qui a le plus de militants aujourd'hui, si on comptait vraiment, parce que nous, on sait qu'on les compte, puisque du coup, ils peuvent voter. C'est très paradoxal. Mais vous parliez des hommes chez ELV, mais enfin, s'il n'y a plus d'hommes, c'est aussi parce qu'il y a une volonté délibérée. Chaque fois qu'il y en a un qui sort l'oreille, tac, il se fait taper dessus. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit un grand succès. Oui. Non, mais du côté de l'IBAJ que nous avons vu il y a un instant, Virginie Calmels éliminée de la compétition, Alors, c'était ouais, pas un moment il y glorieux. avait pas une seule femme. Non, mais vous avez raison. Peut-être même, je regardais, j'avais été frappé le jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale. On appelle les jeunes qui jouent le rôle de secrétaire de séance ou de vice-président. Et c'est vrai qu'essentiellement, ils étaient de la NUPES et ils étaient du Rassemblement national. Donc, que nous ayons une question de renouvellement, je suis absolument d'accord avec vous. Mais alors, justement, une dernière question. Et je vais vous dire, j'ai l'impression, pendant des années, j'ai été un des jeunes, et brutalement, j'ai l'impression d'avoir vieilli. Une dernière question là-dessus, quand même. Ça ne vous a pas heurté qui est Éric Zemmour et pas Madame Le Pen, d'une certaine façon? Alors, heurté, non, mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais il manque Xavier Bertrand, par exemple. Pourquoi il n'y a pas Xavier Bertrand Et Laurent Wauquiez est bien au centre quand même sur la photo. Ça ne Peut-être nous a pas Valérie échappé Pécresse non plus. aussi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et alors, Wauquiez bien au centre, ça vous va? Non, mais Wauquiez est très aimé des militants. Très aimé des militants. La question, Mais c'est de est-ce qu'il est savoir. très aimé de Philippe Juvin? La question, c'est de savoir. Moi, j'aime tout le monde. La question, c'est de savoir si la France, c'est la droite, et si la droite, ce sont les militants. Moi, je crois que c'est malheureusement plus complexe que ça. Et c'est peut-être une des réflexions que nous devons avoir. Quand le général de Gaulle parlait de son parti, il disait « Je veux un parti qui ressemble au métro à 6 h du soir ». Comment fait-on pour que le parti ressemble au métro à 6 h du soir? Celui dans lequel il faut porter un masque désormais. Si on vous a bien actuellement, écouté, je vous conseille. Philippe Mais ça Juvin. n'a rien à voir avec les Républicains. Alors, à présent, on va essayer de parler de théâtre, n'est-ce pas? De planches, mais les vraies planches, pas seulement le théâtre politique, le vrai théâtre. Ben oui, parce que ceux qui connaissent le théâtre savent que Philippe Juvin est un amoureux du théâtre et un amoureux... Ceux qui, comme vous, Christophe, connaissent le théâtre, un n'est-ce amoureux pas? Voilà. éclairé. J'ai eu la chance de l'avoir pour spectateur. J'ai eu la chance de jouer dans le théâtre qu'il a fait construire et dont il assure la programmation. Ça aussi, c'est pas fréquent à droite. La droite vivait avec le souvenir de Serge Dassault arrivant à Corbeil-Essonnes et commençant par virer les troupes de théâtre, parce qu'évidemment, c'était inutile. Est-ce que ça bouge du côté de la droite, l'amour de la culture, l'amour et l'envie aussi de pratiquer la culture? Ah mais moi, je crois que la culture, la culture, c'est la transmission, et nous ne sommes que des êtres de transmission. C'est-à-dire que le passé ne doit pas être considéré comme une contrainte, c'est une ressource, y compris dans ses aspects culturels. Et c'est vrai que le théâtre est un formidable moyen de transmettre. Alors c'est vrai que la droite est toujours attachée au patrimoine, Oui. mais un peu moins au spectacle vivant, à la création. Oui. Bah, écoutez, comme vous le savez, moi, une fois par an, je pars pendant une dizaine Alors de vous, jours c'est la à Avignon. Garenne-Colombe, je le précise C'est pour nos... Voilà. J'ai été maire de la Garenne-Colombe durant 20 ans, et Voilà. grâce à cette loi très intelligente, bien sûr, sur le cumul des mandats, qui fait que quand vous êtes député, vous ne pouvez plus être maire. Je suis toujours conseiller municipal de la Garenne, et je m'intéresse à 2-3 sujets, dont le théâtre, toujours. Et donc, une fois par an, au moment du Festival d'Avignon, je vais en Avignon, et pendant une dizaine de jours, je vois 5 ou 6 pièces, et je reviens avec ma liste de courses. Vous n'irez peut-être pas en 2024, parce qu'à cause des Jeux Olympiques, le gouvernement veut suspendre, interdire, annuler un certain nombre de manifestations culturelles. Je l'ignorais. Eh oui, Ben, parce j'espère qu'il n'y que aura non, pas ça assez de serait- policiers pour surveiller Écoutez, tout ça. ça serait une erreur majeure, parce que d'abord, il y a tout un écosystème à faire vivre. Je pense aux acteurs, je pense à tous ceux qui gravitent autour de la sphère théâtrale. Je pense que ça serait une grande erreur. Qu'est-ce qui fait que la France, qui n'est qu'une poussière démographique dans le monde, qui désormais ne compte plus ou si peu au point de vue économique, continue à vouloir prétendre éclairer le monde? C'est grâce à un certain nombre de sujets, dont la culture. Et la culture, elle peut s'éteindre, elle peut disparaître. Il y a eu de grandes civilisations culturelles qui sont mortes. Et aujourd'hui, quand on fait du grec et du latin, on raconte des civilisations qui sont malheureusement mortes. Eh bien, moi, je ne veux pas que ça soit le cas. Non, ça serait une grande erreur. Je l'apprends. Alors, autre risque sur la culture, si la droite revient au pouvoir, rétablir les finances publiques, c'est très bien. Donc, supprimer l'intermittence du spectacle ou durcir considérablement? Non. Mais les voies, elles sont multiples. D'abord, durant la primaire de la droite,
il y a un an, j'avais été candidat avec un succès tout à fait mitigé, puisque j'avais fait 3%, enfin 3,8%. Enfin, ne riez pas, c'est le double de Bruno Le Maire, je crois. Donc, Voilà. Il y c'est avait pas fait mal. Oui, parce que vous portiez une cravate. Ça change tout. Ah, peut-être. N'est-ce pas ? Ça doit être Non, ça, mais Philippe plus Juvin. sérieusement, nous avions parlé des services publics qui habituellement sont la bête noire, souvent de la droite, en disant ouais, quand j'arrive au pouvoir, 300 000 fonctionnaires en moins, 500 000, en moins, disait et Fillon. bing, voilà. Je pense que c'était une erreur et j'avais expliqué que je pensais qu'il fallait qu'il y ait une droite des services publics. C'est un des éléments que je continue à porter parce que je pense qu'il n'y a pas de services publics. Il n'y a pas de nation prospère s'il n'y a pas de services publics efficaces. Donc je suis pour la droite des services publics efficaces. Et dans ces services au public, il y a ce financement de la culture. Je pense qu'il est indispensable. Nous ne pouvons pas être un pays comme un autre. Et c'est vrai, il n'y a pas d'intermittence du spectacle chez nos voisins. Mais il n'y a pas d'Avignon chez nos voisins. Voilà. Pourquoi nous sommes un grand pays, aussi grâce à ce théâtre. Alors, on va écouter le nouveau directeur du Festival d'Avignon pour le plaisir, pour vous faire plaisir à tous les deux, messieurs. Donc, Thiago Rodriguez qui explique ce qui le fait courir. C'était sur France Inter. C'est exactement le mariage entre le plaisir et ce sentiment d'urgence qui parfois m'interpelle, Oui. qui est parfois pas nécessairement une inspiration, mais une envie de répondre au monde avec des questions, de réagir à la réalité avec des questions et de le faire à travers le théâtre, en plus parce que ça me donne un énorme plaisir, mais parce que c'est un art collectif, parce que c'est une façon d'être ensemble face au mystère de la création, de participer au monde, de combattre la solitude. Une envie de répondre au monde avec des questions, une façon de participer au monde et de combattre la solitude. C'est votre définition ? Proust disait que les ouvrages, le théâtre, les romans, sont des instruments d'optique qui permettent aux individus de mieux voir le monde dans lequel ils vivent. Je crois beaucoup à ça. La littérature nous lie, lie au sens verbe lire, nous permet de lire en nous-mêmes, donc le théâtre particulièrement. Et puis c'est aussi un élément de promotion sociale. La connaissance est un élément de connaissance sociale. Vous pouvez espérer avoir une société plus fluide, avec moins de déterminisme social, si vous donnez des chances. Dans ma commune, la commune de la Garenne-Colombe, au festival Molière, que nous faisons tous les ans, désormais, tous les élèves de 3e ont 2 places de théâtre et ils viennent avec qui ils veulent. Et l'idée, c'est qu'ils invitent, en 3e, ils invitent quelqu'un au théâtre. Voilà. Le théâtre, c'est aussi un instrument social. Non, mais c'est inspirant ce que vous dites. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on a un peu perdu chez les hommes politiques en général ce goût des lettres, de lecture? Vous parliez du général de Gaulle tout à l'heure, qui était autant écrivain comme politique, de Georges Pompidou, qui venait des lettres. Ou alors c'est une réflexion de vieux con que je ne suis pas encore. Vous n'êtes pas encore un vieux con, Gaspard Ganzer, quand même. Ça nous guette tous. Non, si vous voulez, je ne pense pas que ça soit particulièrement les hommes politiques. Je pense que c'est la société entière qui lit moins parce que l'immédiateté, la nécessité de se concentrer durant 10 minutes, une demi-heure, 1 heure sur des livres, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus quand on prend son téléphone, qu'on fait ça. Je pense que peut-être qu'il faut y avoir une réflexion, par exemple, sur l'utilisation du numérique dans le scolaire. Je pense que c'est une erreur de donner des tablettes à des enfants très tôt, qui ne sont plus capables d'apprendre la concentration et la nécessité de l'effort. Oui, la littérature, c'est un effort, et c'est un effort récompensé parce qu'encore une fois, les livres nous lisent. Oui. Mais alors, est-ce que vous participeriez à des émissions un peu différentes de celle-ci, comme celle de Hanouna ? Alors, encore une fois, ceux qui veulent aller chez Hanouna, ils y vont. Ceux qui aiment Hanouna, tant mieux pour eux, tant mieux. Et Hanouna a beaucoup de talent, mais je ne suis jamais allé. Et c'est vrai Vous avez refusé d'y aller ? Alors, j'ai été invité 1 fois ou 2. Alors, il se trouve que je ne pouvais pas. Mais c'est vrai, non pas par mépris. Encore une fois, je trouve que c'est une émission qui répond à un besoin. Mais je n'y serais probablement pas totalement à l'aise parce qu'il faut probablement un esprit que je n'ai pas, d'escalier, de rapidité. Voilà, donc c'est vrai, je n'y suis jamais allé, je préfère venir ici. Alors ici, vous venez, vous écoutez des petits airs de musique, regardez, c'est juste pour vous. Ben voilà. Me le dire. Il fallait venir dans cette émission pour écouter un extrait de Corsica. J'essaie de reconnaître... Mais c'est mon village, ça. Eh ben oui. Eh oui, c'est une Chiane. Bah, bien sûr, C'est le plus beau village de Corse, comme tout le monde le sait. Du monde, quoi. Et je crois même qu'on voit ma maison. Ah, alors ça, on n'avait pas fait exprès. Oui, j'imagine. De toute façon, on voit toutes les maisons avec une photo, vous savez. Et donc, nous avons... Enfin, voilà,
ma grand-mère était corse, et puis la légende familiale veut qu'elle était sur le port d'Ajaccio quand un bateau est entré, vous voyez, c'est Titanic, et à la proue du bateau, il y avait un jeune professeur qui est normalien, qui venait prendre son premier poste au lycée d'Ajaccio, et de loin, ils se seraient vus, ils seraient tombés amoureux, et c'est ainsi que ma mère est née, et que moi-même je suis né, donc j'ai une maison, ma mère a sa maison, qui est malheureusement décédée ici. Et puis moi, j'ai ma maison également. Mais si vous saviez le nombre de gens qui sont du Tchad, chaque fois que je croise quelqu'un, il me dit que, par exemple, le patron de la revue Commentaire, que vous avez cité Casanov, en ouverture de cette émission. C'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a commencé avec lui. Un des deux journalistes, l'homme, Fabrice Lhomme du Monde, et du Tchad. Donc c'est une métropole culturelle. Jusqu'où on va dans l'autonomie de la Corse? Le gouvernement a dit allons-y, on peut discuter. Jusqu'où on va? Laisser la Corse, par exemple, accueillir des migrants, des bateaux de migrants, alors que la France dirait non, nous on n'en veut pas, ça doit être une liberté laisser la Corse? Alors d'abord, moi je crois qu'il est indispensable en France qu'il y ait beaucoup plus de décentralisation. Beaucoup plus, mais pas seulement en Corse, mais aussi sur le continent. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous êtes en Corse, ne dites pas je vais en France, vous dites je vais sur le continent. Parce que c'est la Corse, c'est la France. Donc, et c'est valable pour la Corse, et c'est probablement encore plus valable pour la Corse parce qu'il y a un caractère insulaire qui accélère ces fractures. Donc, moi, je veux qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir donné aux collectivités territoriales, et particulièrement à la collectivité de Corse. Est-ce que ça doit aller jusqu'au droit d'asile? Je ne crois pas. Là, on est dans le régalien pur et dur. Mais par exemple, on m'a beaucoup posé la question sur la santé. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas de centre hospitalier universitaire en Corse. Pourquoi? Parce que quand vous êtes étudiant en médecine, vous êtes corse, vous allez sur le continent, vous ne revenez pas la plupart du temps. Donc oui, plus de pouvoir pour la collectivité de Corse, évidemment. Alors maintenant, on va parler de votre rapport à la communication, à votre communication, à la médiatisation, avec le communicant. Alors, on parlait de santé, de votre rôle de médecin. Il y a un paradoxe que j'ai noté, que nous sommes plusieurs à avoir noté, c'est que vous faites de la politique depuis longtemps, même si vous êtes encore jeune, et pourtant, vous avez percé, comme on dit chez les jeunes, au moment de la crise du Covid. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Alors, vous faites de la politique depuis quand même longtemps. Alors oui, j'ai toujours fait de la politique. Quand j'étais étudiant en médecine, j'étais déjà conseiller municipal de ma commune. Donc j'ai toujours fait de la politique. Ça a toujours été ma vie. Les circonstances ont fait qu'il y avait besoin de gens qui parlaient du Covid et qui essayaient. Et j'ai essayé d'en parler comme je le comprenais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu l'épidémie qui pointait en Chine, nous étions en décembre. Oui, 2020, vous avez percé de cette manière-là, en alertant. Ouais. J'ai commencé à lire, parce que je me suis dit, il y a un truc qui se passe, et j'ai commencé à lire toute la littérature qui sortait. Et accessoirement, je dis, j'ai lu, parce que je ne l'avais jamais lu, La peste de Camus au même moment. Et donc, je reviens de vacances, on était vacances d'hiver, on est au mois de janvier. Le premier malade, Covid, c'est un vieux monsieur chinois. En fait, il est arrivé dans mon service. Et donc, à Pompidou, donc. À Pompidou, aux urgences. Et donc, je suis pris dans cette histoire. Et rapidement, vos confrères me demandent de venir témoigner. En plus, Pompidou est en face de BFM. Enfin, je ne vous fais pas le truc. C'est vrai. Est en face de BFM. Donc, les gens m'appelaient en disant venez, et de France Télévisions. Enfin, voilà. À quoi tient la vie? Donc, tout ça fait qu'on me demande. Et d'emblée, je me dis, il y a une chose très importante. Il faut que je sois très rigoureux dans ce que je dis. Et chaque fois que je dis quelque chose, je l'appuie sur un travail que j'ai lu. Mais vous aviez, pardon de vous couper, mais vous aviez cette double casquette. Parfois, est-ce que ça vous a pas embarrassé d'être à la fois engagé dans la vie politique, vous avez bien le droit, et en même temps être invité un peu en tant qu'expert? Ça ne devait pas être si facile que ça à gérer. Non, enfin franchement, encore une fois, ma vie a toujours été double. Non, je pense que je sais faire la différence, et quand je parle de médecine, je parle de médecine. D'ailleurs, vous avez fait remarquer tout à l'heure qu'à propos de la vaccination des soignants, eh bien, le fait que j'ai été engagé en politique ne m'a pas beaucoup tenu. C'est le médecin qui a en fait, l'important, c'est d'essayer de toujours être, quand on parle, d'être d'accord avec ce qu'on pense. Et j'essaye de le faire. Et en médecine, c'est relativement facile, parce qu'en fait, vous lisez la littérature scientifique, vous vous astreignez à une rigueur, et cette rigueur... Justement, le professeur Raoult... Voilà, justement, on voulait en parler. Attendez, Christophe, la transition est parfaite. Vous aviez échappé au professeur Raoult jusqu'à maintenant, mais là... Allez, le voici, vous avez tendu la perche. Il est là. Je suis désolé pour les médias traditionnels, mais je pense que les médias traditionnels sont en train de rentrer en conflit frontal avec les réseaux sociaux et YouTube, par exemple, comme chaîne d'information. La plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité sur YouTube que sur les médias.
Donc il y a une révolution à faire, il y a une mise en danger des médias traditionnels. Donc si effectivement, sur un podcast, moi j'ai 3 fois la notoriété du journal Le Monde, je comprends que le journal Le Monde ne m'aime pas, vous voyez, et donc je deviens un rival incontrôlable, si vous voulez, dans l'information et la clarté ou la réalité de l'information. Bon, on voit l'hubris, on voit aussi le discours qu'on sait totalement faux aujourd'hui. J'avais une question non pas sur Raoult en tant que tel, mais sur la fascination qu'il a exercée pour les Français et pour la classe politique, quand même dans son ensemble, hein, de droite comme de gauche jusqu'au président de la République. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Ça dit, je pense, l'absence de rigueur, qu'on s'engouffre facilement, surtout quand on a peur. Vers des solutions qui vous paraissent être faciles. Voilà, on vous dit, voilà, la lumière est là, on va vers la lumière. La vie politique doit réapprendre la subtilité, le doute méticuleux. Je crois que c'est Pasteur qui disait, le scientifique doit avoir le doute méticuleux. Moi-même, alors d'abord, je ne le connaissais pas, Raoult. Hein. Au moment où la crise commence, je vois Raoult partout, donc je me renseigne et on me dit c'est quelqu'un de très bien. Donc je dis, une fois ou deux, je dis mais ce type, il s'y connaît, il faut l'écouter. Voilà, il faut l'écouter. Moi, j'écoutais les gens qui savaient. Et puis, j'ai même dit à un moment, parce qu'il nous disait l'hydroxychloroquine, ça marche. J'ai dit, ah bon, c'est formidable. Et j'ai déclaré, si ça marche, il ne faut pas qu'on soit dans la même situation que les masques. Il faut qu'on fasse des stops, si ça marche. Ouais. Et puis rapidement, j'ai compris en lisant son premier papier que ce n'était pas vrai, en fait, et que manifestement, au minimum, il y a des biais méthodologiques. Au pire, il y avait peut-être de la tricherie méthodologique. Peut-être. Donc, si vous voulez, non, je pense que ça dit de notre période que nous devons réapprendre le doute. Voilà. Mais pas à la décharge de Raoult, à la décharge de tout le monde, c'est que les gens avaient peur. Oui, bien et donc, sûr. quand vous avez peur, vous écoutez les prophètes. Et en plus, comme il a une gueule de prophète, mais ça a joué, je pense. Il aurait été petit, rabougri, machin, on l'aurait peut-être pas écouté. Là, il a été très bon communicant. Justement, est-ce que vous parlez beaucoup de doute scientifique, vous mettez aussi en avant quand même cette rigueur. Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement être médecin pour être ministre de la Santé ? Non. Je pense qu'il ne faut pas être militaire pour être ministre de la Défense, ni fonctionnaire pour être ministre de la fonction publique. Non, je pense qu'il faut évidemment connaître les dossiers. Si on n'est pas médecin, il faut beaucoup les travailler. J'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques qui ne travaillaient pas suffisamment leurs dossiers. Il faut beaucoup travailler. Et puis, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe des intérêts. C'est valable en médecine comme dans les autres, parce qu'en fait, la politique est une conjonction d'intérêts contraires, et il faut avoir beaucoup d'esprit critique. En fait, ça me rappelle la première émission de radio à laquelle j'ai participé, j'avais 22 ans. Je suis invité à une émission sur De Gaulle par Catherine Ney, je ne sais plus sur quelle chaîne de radio. J'étais terrorisé parce que je n'avais jamais vu un micro de ma vie, et donc je crois que je n'ai rien dit de l'émission, et j'ai écouté. Il y avait Catherine Ney, et ils invitent Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre. C'était une sorte de monument historique qui était devant moi. J'étais très impressionné. Et Catherine Ney lui pose une question, lui dit « Monsieur Chaban-Delmas, quelle est la définition du gaullisme ?» Et Chaban va faire en fait une définition qui m'est restée et que j'applique toute ma vie dans tous mes mandats, qui est pour moi la définition de ce que devrait être non pas le gaullisme, mais la politique. Il dit « Le gaullisme, et donc la politique, c'est la capacité de dire non. Ce qu'on attend d'un homme politique, c'est d'avoir des convictions, capables de dire non à des gens qui viennent vous dire c'est évident que c'est comme ça. Il faut qu'ils disent non, non pas un non qui bloque, mais un non qui doute, justement. Et c'est pour ça que vous avez dit non j'allais le dire. au fait d'entrer au gouvernement de Madame Borne. Je n'ai pas dit non. Alors, on ne m'a pas proposé. C'est ce que le Figaro a raconté, oui, je sais, n'est-ce mais pas? on ne m'a pas proposé. Non, mais vous me posez la question. On ne m'a pas proposé. C'est vrai que le bruit a couru, que la question probablement s'est posée. Et si on vous la posait, la question encore aujourd'hui, vous diriez quoi? Je dirais probablement non, mais c'est-à-dire que je pense que le pire aujourd'hui serait que des ministres de droite entrent dans un gouvernement, dans le gouvernement actuel, comme prise de guerre. Ça, c'est destructeur pour la vie politique. Mais dans une alliance? Ce qu'il faut, c'est que voilà, ça ne peut pas être une prise de guerre, des troupes supplétives. S'ils y vont, si on y va ou s'ils y vont, ça doit être organisé. Donc ça peut être attraper la main tendue par le président Macron. D'abord, il faut que la main soit vraiment tendue. Ça serait pour faire une politique de droite avec des réformes. Un vrai courant avec un vrai projet. Politique de droite avec des réformes. Mais sinon, c'est la troupe supplétive. Et moi, j'aime pas être le supplétif. Eh bien, merci Philippe Juvin, merci Christophe, merci Gaspard, merci Nicolas. Je vous souhaite une très belle soirée. Tout de suite, le Prime présenté par Jean-Charles Banoun. Moi, je vous retrouve demain.